Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anne Maffre-Bauger. Bonjour madame. Bonjour à tous. Bonjour Voilà, à soyez la bienvenue. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 6 ans. Voilà, aujourd'hui donc nous recevons une écrivaine, une femme écrivain, que certains appellent une autrice. Quel est le mot qui selon vous évoque le mieux l'exercice de l'écriture? Moi, je préfère écrivaine, mais bon, je suis un petit peu de notre monde. J'aime pas le mot autrice. Pourtant, c'est celui que j'emploie. Parce que D'accord. c'est celui qui maintenant est, comment dire, voilà, qu'il faut employer. Il faut employer ce mot. Oui, D'accord. Alors, nous vous recevons pour le dernier bouquin que vous avez sorti, là, qui s'appelle La nuit n'a pas clos les portes, c'est ça. édité donc aux presses littéraires, Mhm. en vente chez tous les libraires. Donc, c'est un livre à la sortie du Covid sur les interrogations sur la vie. Oui, en gros, c'est cela. Mais il y a 4 personnages principaux qui permettent quand même de voir les choses de manière un peu plus complexe. On va y revenir, si vous voulez bien. Donc, vous avez 79 ans, vous êtes professeur de philosophie, vous avez eu 7 J'étais. enfants. Vous étiez, on l'est toujours quand on est Oui, professeur. Et vous avez travaillé en Afrique 13 ans à Bamako, c'est ça. puis à Montpellier, puis à Carcassonne. Vous êtes d'une famille d'intellectuels. Vous avez grandi dans la passion de l'écriture. Votre famille est originaire de Marseillan, C'est ça, je du l'ai côté bordelé tantôt. paternel. Voilà. Votre arrière-grand-père était un poète, Achille, et Mhm. votre père, dans les années 70, était le leader des viticulteurs. Il a écrit 10 livres. Voilà. Et votre époux, Claude Boudet, aussi agrégé en philosophie, écrivain. C'est ça. Vous Voilà. savez tout. Quelque chose à ajouter? Non. Si, alors si, moi j'ai quelque chose à ajouter. Vous avez une fascination pour les plantes et les arbres, puisque vous avez créé il y a 30 ans, à côté du lac de Lampy, Au lac du Lampi. au lac du Lampy, donc vous avez une propriété avec un parc. Donc je rappelle que le lac du Lampy, pour nos auditeurs, voilà, c'est le lac qui alimente en eau le canal du Midi, qui se trouve dans la montagne Noire, à côté de Carcassonne, un merveilleux arboretum avec une infinité de variétés d'arbres et une collection de rhododendrons, et avec des fables de La Fontaine. Voilà, ajouté. Elles Voilà, n'ont pas poussé. vous les avez rajoutées. Oui. Donc Au les bout de fables de La 2 ans. Fontaine sont entières ou sont par Ben, ce bribes? sont des dessins sur support qui peuvent supporter l'hiver. Mhm. Et il n'y a pas le volume. Ce sont des peintures. Des peintures. Le relief est donné par l'art du peintre. C'est pas en 3 dimensions. C'est un seul peintre ou c'est plusieurs peintres qui ont fait Alors, c'est une bonne question parce que, oui, les premières, une dizaine à peu près, un peu plus, peut-être une quinzaine, si vous voulez, c'est une femme qui malheureusement est décédée et c'est un grand artiste après, très jeune, beaucoup plus jeune qu'elle, qui est à Paris, qui avait 18 ans à l'époque, qui a pris le relais. Donc, c'est pas du tout la même facture. D'accord. Donc il y a deux. Il y a eu 2 artistes intervenants. D'accord. Voilà. Donc vous m'avez impressionné parce que vous m'avez dit que vous receviez personnellement 7 à 8 000 personnes par an. Ah oui, Et vous avant. êtes seul à faire la visite. Ben, je la faisais, je vous l'ai dit ce matin, à 98%. Oui. C'était avant le Covid, ça. Ah oui, bien avant. Parce que D'accord. là, l'arboretum, si vous voulez, il est en perte de vitesse, faute d'entretien. Et justement, il y a un projet qui tient la route de réhabilitation avec de nouvelles idées. Bravo. Il Voilà, faut, il faut faire vivre ces lieux. c'est ça. Donc on va passer rapidement là sur le numéro 1019 de la Glorieuse, avec un sujet peut-être un peu hermétique, mais bon, il faut s'y plonger dedans, sur la fracture numérique, la ville et la métropole en mode béquille, tout pour moi, rien pour les autres. Voilà, vous comprenez? Oui, Ensuite, on revient sur les eaux sournoises, on parle des eaux, c'est pas le lac du Lampi, mais c'est les eaux qui coulent sous Montpellier, les eaux du Verdançon, un article là-dessus.
Politique, Patricia Miralles monte une marche de plus. Elle vient d'être nommée responsable Renaissance, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron sur le département. On revient aussi sur la présence du maire Mickaël Delafosse au congrès du PS, avec toutes les histoires qu'il y a eu. Il y en a eu pas mal. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous suivez la politique ou Mais je suis la politique, mais pas directement. Je ne suis pas impliquée dans la politique. Non, mais ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Vous lisez des journaux qui Oui, parlent de politique? je lis des journaux, mais je ne suis pas quand même très branchée politique. D'accord. Voilà, et on revient aussi sur le Hal Sticking. C'est l'artiste qui va animer le 22e étage de la tour d'Assas qui va être détruite dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous voyez, cette grande tour qui est à la Paillade. Oui, Ils vont la détruire. En attendant, ils font des ateliers culturels. Ils dépensent beaucoup d'argent dans des ateliers culturels à l'étage. Il paraît qu'il y a une superbe vue et qu'on voit jusqu'à la mer. Donc ils veulent en profiter avant la destruction de la tour. Oui, c'est une bonne pensée. Donc Anne, vous avez vécu votre enfance non loin de Gignac à Bellarga. C'est ça. Je suis née dans la maison de ma mère. Quels souvenirs en avez-vous gardé? Eh bien, je réalisais que j'avais passé beaucoup plus de temps avec mon mari qu'avec mes parents. J'y pensais justement hier à ça. Alors j'ai gardé un bon souvenir d'une enfance à la campagne, pas toujours facile du point de vue économique parce que la crise viticole était telle que mes parents, qui pourtant, comment dire, auraient eu des moyens, mais étaient très gênés par cette crise viticole. Donc, comme je suis l'aînée, j'ai subi cette crise viticole. Mais j'ai profité vraiment de manière très ample de la campagne. Je faisais beaucoup de marches et du climat familial qui était agréable. Comment avez-vous été imprégné par ce goût de l'écriture? Par ce goût de l'écriture? Alors, depuis très longtemps, j'écrivais. Mais l'écriture suppose de croire en soi. J'écrivais sous forme de poèmes, sous forme de petites nouvelles quand j'étais enfant. J'étais d'emblée littéraire. Mais j'aurais jamais osé me lancer dans un roman. Parce que quand on a un père qui écrit de son côté et un mari qui écrit également, eh bien la place est toute petite pour voilà, quelqu'un comme moi. Je n'avais pas ma place là-dedans. Votre père a écrit plusieurs ouvrages, des romans évoquant l'histoire familiale, mais aussi des documents politiques. Oui, il a écrit des romans. Hein, quand Oui, même. des romans. Oui, c'est ce que je dis. Des romans évoquant l'histoire familiale. L'histoire familiale, pas tant que ça. Des documents sur la politique. Il a écrit, oui, l'Europe des impasses à l'époque. Parce que l'Europe des impasses, c'était lié à la phobie du marché commun. Hein. Bon, on n'était pas contre l'Europe, mais il y avait une Europe pour lui qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas suivre. D'accord. Issu d'un milieu maurassien, il devient eurodéputé communiste. C'est ça. Comment cette trajectoire d'un homme peut-elle synthétiser celle d'une région? Alors, déjà, bon, on est là où on peut. Il est né dans un milieu royaliste, avec un père et une mère royalistes, hein, et il a vécu l'école primaire à la maison, chez ma grand-mère, qui était le percepteur. Donc, forcément, il y a un enfermement, comment dire, qu'il a très mal vécu. Hein, voilà, il lui manquait de l'air. Et donc, il a mal vécu tout ça, et très vite, il a été assez critique par rapport à ses parents. D'accord. Tout en restant, comment dire, catholique, mais lui avait embrassé un catholicisme social que les gens de cette droite-là détestaient. D'accord. Dans le numéro là, qui va sortir la mercredi, là, nous revenons dans notre chronique historique, qui est faite par Donato Pelayo, sur un mutin de 1907.
Et l'unanimisme viticole de cette période, est-ce que ça vous semble pas très loin? L'unanimisme avec, comment il s'appelle? L'unanimisme viticole, Si, ça peut paraître lointain, mais ça a existé et ça a engagé des combats tout à fait, comment dire, unitaires, hein, quand même. ben aujourd'hui, on est très loin de ça. On Au est très niveau loin de de ça. de Ben, c'est la l'agriculture preuve et de la que mon père viticulture. avait des intuitions valables, hein, et que voilà, les choses ne sont pas allées dans le sens que ces viticulteurs-là, qui faisaient corps, auraient souhaité. Hein. Est-ce qu'être professeur de philosophie, c'est un préambule à l'écriture? Ah, je ne pense pas. Mais je dois dire que le métier, et en particulier la matière, si vous voulez, encourage l'esprit critique et une certaine rigueur. On n'écrit pas, quand on est passé par la philosophie, on ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi, même dans un roman. Pourquoi? Même dans un roman où intervient, par définition, la fiction. Pourquoi Et pas cela? parce qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, hein, c'est à mon nom que je parle, je suis extrêmement rigoureuse sur tout ce qui est euh, précision et sur tout ce qui est, euh, comment dire, voilà, qui demande de la rigueur. La philosophie, ça demande plus de rigueur que le roman. C'est pas que ça demande plus de rigueur, mais ça accompagne la rigueur qu'il peut y avoir dans un roman. Mais un roman ne se réduit pas à de la rigueur, ça signifierait rien du tout. Mais moi, je me rends compte, les exigences que j'ai vont dans ce sens. Est-ce que, comme votre père, vous êtes un auteur prolifique? Pas tant que ça, parce que moi, hein, j'ai attendu des années avant d'écrire. En revanche, j'écris relativement vite et je suis éternelle dans les corrections. Ce que me reproche mon mari. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lui, il va plus vite. Vous voyez, je me compare à lui. Et moi, j'ai toujours le souci d'un terme qui dise plus simplement la pensée et plus rigoureusement. Bon, revenons à votre dernier livre, là, La nuit n'a Il pas n'a pas clos clos les portes. les portes. Donc c'est lié un peu à ce basculement dans le Covid. C'est lié puisque effectivement il en est question, mais si vous voulez, j'aimerais rapidement éclairer le titre. Les mots du titre ne sont pas de moi. C'est sorti du livre de Job. D'accord. Voilà. Mais Job dit pourquoi suis-je né? Pourquoi la vie a-t-elle été possible pour moi? Il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas vu tout ce qu'il subissait. Donc par là, si vous voulez, moi j'ai inversé le propos et j'ai dit la nuit n'a pas clos les portes. Alors que Job disait la nuit, pourquoi la nuit n'a-t-elle pas clos les portes du ventre de ma mère? Donc D'accord. moi j'ai inversé le propos. Ok. Et j'ai fait, si vous voulez, d'une affirmation négative qui passe par la forme négative, quelque chose de positif. Vous abordez plusieurs paraboles, la mémoire, la réalité, les souvenirs de l'enfance, les accidents, les embûches de la vie. Pourquoi toutes ces choses-là? Alors parce que, et ça c'est lié effectivement au Covid, parce que le problème du mal et le sens des limites, en philosophie comme en littérature, m'a toujours posé question. Le problème des limites humaines. Hein. Même des gens comme Saint-Exupéry disent ce que j'ai fait, aucune bête n'aurait pu le faire. Je crois que c'est dans Terre des Hommes, je n'en suis pas sûre. Donc, ce sens des limites, de la limite humaine, est au cœur de ma pensée. Voilà. Et c'est là qu'il pourrait y avoir un engagement politique plus important de mon côté. Voilà.
Et ces limites, là, elles ont failli être arrêtées par le Covid? Alors, les limites se trouvent dans les personnages. Hein. Donc, c'est surtout l'un des personnages qui est arrivé un peu à la limite de ses capacités, parce que, voilà, elle commence par nier le Covid, hein, et cette occultation n'est pas bonne pour son équilibre. D'accord. Vous avez d'autres thèmes de prédilection dans vos livres? Ah ben oui, heureusement qu'il n'y a pas que le mal. Hein. Mais, mais là, si vous voulez, c'est vrai que lorsque j'avais déjà écrit 100 pages de ce livre dont j'ignorais le titre, à ce moment-là, quand le Covid est arrivé, avec la nécessité du confinement, où on ne voyait plus personne. Donc, cette occasion a créé, enfin, cet événement du Covid, plus exactement, a créé un blocage. Parce que la réalité que nous vivions était, à mon sens, plus forte que toute fiction. Elle dépassait la fiction. Donc je me vois dans les étages, en Montagne Noire ou ailleurs, descendre comme une trombe pour assister, je parle du début de la Covid, pour assister aux dernières nouvelles, parce que quand même on avait peur. Au début, on ne savait pas ce que ça allait être. Et puis remonter, écrire, en étant comme ça, sans rien pouvoir sortir. À titre personnel, ça vous a beaucoup inquiété? Moi, ça m'a inquiété au début. Après, pendant non. combien de temps? Il m'a fallu, pour reprendre vraiment le roman, il m'a fallu certainement un mois. D'accord. Est-ce que la philosophie modifie notre vision globale du monde? Ben, je l'espère. Quoi d'autre modifie la vision du monde? Ben, justement, La lecture? la lecture, mais aussi l'attention que l'on prête aux événements, qu'ils soient politiques, économiques, qu'ils soient intérieurs à l'Hexagone ou extérieurs. Tout ça, c'est quelque chose qui fait écho. Est-ce qu'il y a des correspondances entre l'écriture et le goût des arbres? Alors, je vous répondrai, il y a plutôt un écho, si vous voulez, un écho, parce que les arbres, c'est pas les arbres, c'est la physis, la nature. C'est pas que les arbres qui m'intéressent, c'est la nature. Et donc, il y a un rapport avec la philosophie, hein, chez beaucoup de philosophes. Hein, donc, voilà, moi j'aime la nature, mais le malheur, c'est que j'aime la ville, personnellement. D'où cet arrangement que nous avons fait, parce que nous en avons eu l'opportunité et les moyens de vivre 6 mois en pleine forêt et 6 mois à Montpellier. Et vous faites quoi quand vous vivez en pleine forêt? Eh bien, nous recevons du monde, parce que maintenant, la maison qui était une ruine est devenue très accueillante. Alors, nous recevons du monde, nous faisons visiter, je fais visiter l'arboretum, et on n'est pas isolé, hein, là où on est, parce que beaucoup de gens viennent. Vous occupez de votre arboretum? Voilà. Vous faites quoi au printemps? Au printemps, vous plantez, nettoyage d'abord. Au printemps, nettoyage, élagage, voilà. Il y a quoi comme espèces rares? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cet arboretum du Lampi, donc, est lié à une expérimentation américaine datant du 19e siècle qui visait à introduire des arbres américains au niveau des différents bassins d'alimentation. Vous parlez du Montagnès, du canal du Midi. Hein. Des arbres américains? Alors, il y a eu un essai expérimental d'arbres américains, type séquoia géant, thuya géant, tulipier de Virginie. Hein, beaucoup, si vous voulez, ont été essayés. C'était en quelque sorte expérimental. D'ailleurs, le mot arboretum signifie expérience. Voilà. Et donc, notre jardin, est-ce à l'instar de cette expérimentation générale
qui avait lieu dans la Montagne Noire, ou est-ce, si vous voulez, parce qu'on est... le terrain, si vous voulez, est mitoyen avec celui du canal du Midi. Ou est-ce le canal du Midi? Mais en tout cas, les mêmes arbres se trouvent chez nous que pour cette expérimentation dont je parle, qui a lieu sur la rigole du canal du Midi et qui a lieu autour des différents bassins d'alimentation du canal. Et donc ces arbres se sont bien développés ou... Ben oui. Tous. Alors, il y a eu un échec avec une espèce, je ne trouverai pas le nom, justement on ne l'a pas, c'est l'arbre qui développe des pneumatophores. Bon, le nom m'échappe, excusez-moi, C'est pas grave. mais nous ne l'avons pas, et pour cause, on en a planté. Mais il y a des séquoias dans votre parc? Ah oui. D'accord. Des géants? Pas très beaux. Pas très beaux. Des séquoias géants, mais je renvoie à ceux d'à côté qui, eux, sont liés à l'expérimentation dont je vous parlais et qui peut-être ont 30 ans de plus. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est la grande manifestation sur les retraites en tant que philosophe, écrivain et botaniste, on peut dire. Non, botaniste, non. Philosophe, à peine. Non, vous gérez un arboretum, vous savez. Oui, mais bon, j'ai aucune formation quand même scientifique sur le sujet. D'accord. Quel est votre regard là, sur cette manifestation des retraites? Ben, mon regard, évidemment... Vous qui êtes à la retraite depuis combien de temps? Je ne suis pas concernée personnellement, mais le problème me concerne. En tant que problème, je ne vois pas comment on va pouvoir travailler efficacement avec les difficultés de la vie, hein, notamment au niveau de la pression qui s'exerce sur les gens, quel que soit leur métier, la rentabilité à outrance. Je ne vois pas comment on va pouvoir être productif, arrivé à un certain âge. Donc ça, c'est le b.a.-ba que tout le monde, que tous les gens qui ont travaillé ne peuvent que soutenir et soulever. Hein. C'est difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, enfin, beaucoup de chance. J'étais en plein boom de mon travail de professeur de philosophie, mon dernier poste ayant été à Carcassonne. Et puis, nous avons eu donc notre 7e enfant. Et là, j'ai eu un problème de conscience. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à préparer mes cours et à préparer mes cours et les faire, mes cours, ou est-ce que j'arrête pour cette fille qui nous arrivait? Donc j'ai réfléchi parce que vraiment mon travail m'intéressait énormément. Et j'ai choisi d'arrêter mon travail, d'où le surgissement d'idées comme celle de l'arboretum, puis aussi les chambres d'hôtes, la maison d'hôtes, si vous voulez, parce que quand on est en plein boom et qu'on a une vie sociale, se retrouver, puisque vous connaissez la Montagne Noire, au Lampi toute l'année, il faut avoir une passion pour y rester. Très bien, je vous remercie d'avoir trouvé cette passion. Voilà, c'est pas la seule. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci.